Parler une langue, c'est adopter un monde, une culture. Cette citation de Frantz Fanon, psychiatre du XXe siècle, intègre l'importance de la langue dans le processus culturel et dans celui de l'intégration. La langue paraît être l'outil le plus à même de créer un groupe, notamment parce que la communication orale est l'élément essentiel pour tisser des relations. Cependant, est-ce qu'on pourrait remplacer écrire ou lire, c'est adopter un monde, une culture? D'un point de vue théorique, oui. L'écriture, c'est finalement la retransmission des paroles sous une forme différente mais avec un sens commun. D'un point de vue factuel, par contre, un peu moins. C'est-à-dire que l'homme, ne sachant parler, ne peut établir de lien direct avec l'autre, l'étranger, du moins celui qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas mécanique, c'est moins naturel, et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir chez les animaux où la communication orale prédomine. D'ailleurs, chez l'homme préhistorique, on utilisait d'abord les grognements avant même la peinture. Ce qui va m'intéresser cependant, c'est l'intégration d'une écriture inclusive dans nos sociétés. Pour rappel, l'écriture inclusive désigne l'ensemble des attentions graphiques, syntaxiques et grammaticales qui permettent d'assurer une égalité de représentation des deux sexes. D'un point de vue juridique, ce type d'écriture n'existe pas. Du moins, le Conseil d'État a statué en défaveur de l'inscription de celle-ci dans les actes administratifs et dans la vie publique. Cependant, il n'est pas expressément interdit de l'utiliser dans toute autre forme d'écriture, que ce soit dans les livres, dans la presse, dans des documents du domaine privé, comme par exemple dans des documents administratifs des entreprises. On pourrait du coup considérer que c'est plus une forme de code social. Mais pourquoi du coup cette écriture inclusive pose problème? En réalité, la principale raison, elle est identitaire. Tout d'abord, la linguistique, la langue est, comme nous l'avons dit, une manière de créer des relations entre individus par des liens culturels, sociaux, etc. Donc finalement, par une communication commune, les individus créent une société, un peuple. Tu t'intègres au groupe si tu apprends le langage. Et revendiquer un changement dans le langage revient finalement à remettre en cause le groupe parce qu'on revendique un changement culturel. On peut considérer que le groupe se scinde parce qu'il est fragilisé par une identité culturelle nouvelle. Mais comment du coup se reconnaître dans une société au langage qui diffère d'une autre, ou du moins qui change? En France, cette question de scission est notamment apparue dans les années 50 avec le verlan. Par une nouveauté linguistique, on retrouve une scission entre des groupes comme les forces de l'ordre et les voyous, ou du moins plus socialement entre les différentes tranches d'âge. En cela, l'écriture inclusive peut être appréhendée comme un facteur de désorganisation du groupe parce qu'il y a une recherche de transformation culturelle. La langue française va conserver sa culture linguistique par le droit, ou du moins pour l'instant, en considérant que changer la langue reviendrait à transformer trop violemment le peuple. C'est d'ailleurs ce que soulève l'Académie française, considérant que l'écriture inclusive aboutit, je cite, à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l'illisibilité. Au sens terminologique, par ailleurs, l'inclusivité revient à n'exclure personne. Cependant, dans ce type d'écriture, comment pouvons-nous intégrer des personnes dites neutres? Pour définir le mot neutre ici, n'ayant pas de consensus de définition, on va utiliser le sens autre que féminin et masculin. Pour certains, on devrait ajouter le yel, ce qui n'est pas factuellement compliqué, mais dans une perspective adjective, si l'on doit qualifier une personne, comment devons-nous écrire que yel, par exemple, est représenté? Doit-on apposer et e, ou alors doit-on inventer une autre formulation? En cela, l'écriture inclusive voit ses limites auxquelles les réponses et les consensus n'existent pas encore. Finalement, la spécificité de l'écriture inclusive s'effectue par son rapprochement à une identité morale, sans statut juridique cependant en droit français. Mais doit-on la considérer comme un moyen de démasculinisation de l'écriture, de féminisation de la langue ou comme un outil d'intégration identitaire relative au mouvement LGBTQ+. Il reste à déterminer du coup un objectif précis de l'écriture inclusive.